Information, décryptage et commentaires, votre grande tribune télévisuelle consacrée aux actes posés et des paroles entendues au Bénin et ailleurs revient encore chez vous ce dimanche. Et c'est avec un grand plaisir que je vous y accueille. Vous le savez, Roch Marc Christian Kaboré n'est plus président du Burkina Faso. Il a été déchu par des militaires cette semaine et ces derniers qui lui reprochent une mauvaise gestion de la crise sécuritaire que traverse le pays depuis quelques années. Le Burkina Faso s'ajoute ainsi à la liste composée du Mali, de la Guinée, dans la sous-région. S'agit-il là d'une épidémie qui se répand dans l'Afrique de l'Ouest? Et qu'en est-il finalement de la démocratie elle-même? Voilà donc les grandes questions qui seront posées à notre invité de l'entretien de ce dimanche. Le professeur de linguistique à la retraite, Marc-Laurent Razoumin, sera interrogé dans cette tribune par Angèle Toboula. Bonjour Angèle. Chidi, mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, cher Théodule, que vous allez certainement installer tout à l'heure. Voilà. C'est ça, justement. Un plaisir de vous retrouver. Avec nous. Théodule, bonjour. Oui, bonjour Gilles Chris, bonjour Angèle, bonjour à vous, téléspectateurs qui prenez le rendez-vous tous les dimanches pour Dimension Politique. Justement, donc Angèle, aujourd'hui, vous nous conduisez au Burkina Faso. Parce que ça commence un peu à faire beaucoup, comme vous l'avez dit si bien. Mali, Guinée, là, le Burkina Faso, que beaucoup de personnes n'ont pas vu venir, même s'il y avait déjà une certaine tension au sein de l'armée burkinabé. Donc, on s'interroge alors si c'est une panne de la démocratie ou la raison, elle est tout ailleurs. Voilà, autre question que nous allons aborder tout à l'heure avec notre invité du jour. Justement, l'entretien est à suivre tout à l'heure, même en direct, enfin, sur nos antennes à partir de 10h pile. Et Théodule, on l'a présenté, vous aussi, vous allez nous montrer les images liées à cette actualité du Burkina Faso. Bien sûr, vous savez, c'est d'ailleurs l'actualité et c'est sur toutes les lèvres, à tous les niveaux. Nous avons essayé, pour l'essentiel, de faire une compilation, compiler de tout ce qui s'est passé, les réactions. Vous le savez, dans la semaine, ETL a organisé différents plateaux avec des consultants, des consultants politiques, des analystes politiques qui ont réagi, qui donnaient leur avis. Nous en avons fait toute une compilation que nous allons présenter dans quelques instants aux téléspectateurs. Ce sera donc à travers l'Actu en 7. Et on reviendra au Bénin justement dans la suite de cette émission parce que nous sommes à la fin du mois de janvier 2022. Et vous le savez, à mesure que le temps passe, nous nous rapprochons progressivement des élections législatives de 2023. Ce n'est plus la peine de rappeler les conditions du déroulement des élections de 2019. Avec comme point de chute une Assemblée nationale composée de 2 partis politiques soutenant les actions du président de la République. Alors, comment est-ce que les différents partis politiques de l'opposition se préparent actuellement pour pouvoir relever le défi de la représentativité à l'occasion des législatives de 2023? Voilà la question majeure au cœur du duel de ce dimanche et notamment pour cet exercice, nous avons donné rendez-vous à 2 protagonistes, 2 acteurs politiques. L'honorable Nourenou Achade, qui est le premier vice-président du Parti Les Démocrates, il va croiser les fers avec Maître Jacques Migan, qui lui est ancien bâtonnier, membre du parti Bloc républicain. Le duel est à suivre en direct même de ce plateau à partir de 11h30. Et juste après, une heure plus tard, à 12h30, Théodule Moussa, que voici, va donner la parole à nos confrères pour l'hebdo des éditorialistes. Oui, bien sûr, certainement, l'actualité nationale que vous venez d'évoquer, les échéances qui s'annoncent, les législatives qui s'annoncent, et puis la situation au Burkina Faso seront certainement au cœur de ces échanges avec les collègues. Ils nous ont donné rendez-vous de toute façon, chacun donnera son point de vue, fera ses analyses et ces commentaires que nous allons suivre. Justement, l'hebdo des éditorialistes, et ça est à suivre, je le rappelle, à partir de 12h30. Une heure plus tard, c'est-à-dire à 13h30, nous aurons donc le bulletin de l'information, les dernières nouvelles qui nous seront présentées par le service de l'information de ETL. Nous nous retrouverons plus tard pour débriefer cette matinée politique que nous allons clore à 14h sur nos antennes. Vous ne l'oubliez certainement pas. À 20h, c'est le rendez-vous ultime politique dominical. C'est le décryptage de l'actualité de la semaine avec notre consultant politique, Agapit Napoléon Maforican, qui va passer à son scanner les différents sujets qui ont fait l'actualité de ces derniers jours au Bénin et ailleurs, notamment au Burkina Faso et dans la
sous-région. On en parlera avec lui dans le décryptage. Tout au long de ce programme, vous pouvez intervenir, nous envoyer des messages via notre numéro qui est affiché à l'écran, le 54 10 18 19. Vous pouvez nous envoyer des messages, des SMS simples ou des messages par WhatsApp et nous allons nous charger de les relayer. Tout au long de ce programme, vous avez donc le choix pour opiner sur l'un ou l'autre des sujets. Nous sommes en direct sur notre page Facebook ETélé en direct. Nous sommes sur notre compte Twitter ETélé Live. Vous pouvez nous suivre sur notre page YouTube ETélé Bénin ou encore sur notre application mobile ETélé. On démarre maintenant avec... C'est en ce dimanche, le Burkina Faso. Très bien. Merci Gilles Chris. Effectivement, le Burkina Faso, vous le savez, c'est vraiment l'actualité dans la sous-région. Aujourd'hui, depuis lundi, tout a changé complètement. D'autres situations qui se présentent au Burkinabé et à toute la communauté internationale. Au cours de la semaine, juste après ces événements, différents plateaux ont été organisés à cet effet. Vous aurez tout de suite un condensé de tout ceci avec la réaction des consultants politiques, des analystes politiques. Jusqu'à jeudi dernier, la situation est toujours, en tout cas, entre les mains du lieutenant-colonel Sandaogo Damiba et ses lieutenants. C'est l'essentiel que vous allez suivre en 12 bonnes minutes. Tout a commencé par l'annonce d'un coup d'État déjoué le 12 janvier dernier avec l'arrestation du lieutenant-colonel Emmanuel Zongrana et 7 autres personnes par la gendarmerie burkinabé. Puis suivra des mutineries dans plusieurs casernes du pays. Lundi 24 janvier 2022, le président Roch Christian Kaboré a été arrêté et détenu dans une caserne de Ouagadougou par des militaires qui disent désormais contrôler tout le pays. Le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR a décidé d'assumer ses responsabilités devant l'histoire, la communauté nationale et internationale. Le mouvement qui regroupe toutes les composantes des forces de défense et de sécurité a ainsi décidé de mettre fin au pouvoir de M. Roch Christian Kaboré ce 24 janvier 2022. Une décision prise dans le seul but de permettre à notre pays de se remettre sur le bon chemin et de rassembler toutes ses forces afin de lutter pour son intégrité territoriale, son redressement et sa souveraineté. Le MPSR tient à souligner que les opérations se sont déroulées sans effusion de sang et sans aucune violence physique sur les personnes arrêtées qui sont détenues dans un lieu sûr dans le respect de leur dignité. Nous, on est avec l'armée. Demain, après-demain, même demain, on est avec l'armée. On soutient les soldats. On soutient les soldats qui ne se laissent pas faire. La Constitution suspendue, le gouvernement dissous, l'Assemblée nationale aussi, les frontières aériennes et terrestres fermées, mais les putschistes rassurent la communauté nationale et internationale de leur ferme volonté de travailler pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel et sollicitent leur soutien. Ils ont par ailleurs demandé aux populations de vaquer librement à leurs différentes occupations. Consultants politiques et spécialistes des questions géopolitiques de gouvernance ont tous condamné ce coup de force intervenu au pays des hommes intègres. Le Burkina est en crise d'effectivité de l'État et c'est dramatique dans certaines régions du Burkina qui ont été délaissées depuis longtemps. Cela fait le nid du terrorisme. Ce n'est pas forcément des gens venus de l'étranger, c'est parfois des gens qui en avaient assez de ne plus se sentir citoyens de leur pays. Et donc, Roch Christian Kaboré probablement n'a pas su rapidement prendre la mesure de cela et y apporter la réponse, le discours à défaut qui aurait pu permettre de gagner du temps. Il a fait des efforts sur le plan de la réconciliation en intégrant le chef de l'opposition sur un projet spécifique de réconciliation nationale dont on se demandait quels seraient les contours. La chose la plus regrettable qui puisse arriver à notre sous-région, c'est des coups de force.
des coups de force, surtout perpétrés par les militaires. Les armes qui sont fournies aux militaires doivent servir à protéger les populations de nos pays respectifs, de nos États respectifs. La vie politique dans nos États africains était rythmée par des coups d'État. Mais nous avons estimé à un moment donné qu'il fallait arrêter et essayer autre chose, c'est-à-dire la démocratie. Et évidemment, qui dit démocratie dit arriver au pouvoir par les urnes et non par les armes. Donc vous devez comprendre que je ne suis pas et je ne serai jamais de ceux qui vont applaudir la conquête du pouvoir par les armes. C'est l'incapacité à réunir les Burkinabés, à faire face aux enjeux de l'heure en matière donc de gestion du pouvoir et à lutter efficacement contre le terrorisme. Ce sont autant d'éléments qui fragilisent sa gestion et qui peuvent apporter de l'eau au moulin de ceux-là qui aujourd'hui ont fomenté un coup. Estimer que l'aspect sécuritaire a été mal géré, c'est peut-être vrai. Je ne dénie pas le fait. Mais est-ce que c'est une raison suffisante pour souhaiter l'éruption des militaires sur la scène politique? Pour moi, le problème est plus profond. Il est question de revoir notre système démocratique tel que nous l'avons adopté dans nos pays africains. Est-ce que la démocratie telle qu'elle se passe ailleurs peut être importée chez nous et réussir? Est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de corrections à faire, un certain nombre d'adaptations à faire, une certaine appropriation à faire au regard de nos réalités pour pouvoir réussir une démocratie qui nous permette de nous développer? Je pense que c'est dans cette direction qu'il faut aller plutôt que de souhaiter que des coups d'État soient perpétrés et que l'armée reprenne le pouvoir dans nos pays. Normalement, il ne devrait pas avoir un coup d'État. Peut-être qu'il pourrait s'asseoir et gérer autrement et discuter pour que ça puisse aller. Bon, normalement, un coup d'État, ce n'est pas une chose qu'on souhaite à une nation. Les militaires décident de prendre le pouvoir, c'est que forcément quelque part quelque chose ne va pas. C'est que la population n'est pas satisfaite de la gestion du régime actuel, si je peux m'exprimer ainsi. Discours de principe des institutions de la sous-région, condamnation des coups de force et un retour immédiat à l'ordre constitutionnel. Les différents plateaux organisés la semaine sur la situation ont évoqué les limites de la CEDEAO et l'éventuelle nécessité de revoir son mode de fonctionnement et d'organisation, en un mot, sa refonte. La CEDEAO mérite une refonte générale du point de vue de l'approche et même du point de vue de ces tests, parce que il y a du surplace et qui a commencé par ennuyer. Et les menaces servies ne font plus foi aux putschistes. Vous avez constaté par vous-même qu'au Mali, ils ont résisté. En Guinée, c'est pareil. Il y a à faire un regain de conscience, à revoir la méthodologie dans la gestion de la chose publique et de la chose commune et à trouver des solutions. Parce que c'est ce à quoi on est appelé, qu'on soit leader ou qu'on soit membre de la société civile. Il faut que la CEDEAO vire sa cutie et se rapproche de la société civile, des peuples et même des armées, parce que les gens en ont assez d'être chair à canon pendant que d'autres jouissent dans les palais, y compris avec leur eau. Non, il y a un véritable problème fondamentalement lié aux institutions de la sous-région, notamment la CEDEAO, l'UEMOA, l'UA. Non, il faut dire que ces institutions-là portent en elles les gènes de leur manque de respect au sein de l'opinion communautaire. Voyez-vous, à ce point? Oui, à ce point, parce que lorsque vous pouvez réviser votre constitution et revenir au pouvoir 3, 4, 5 fois, et que c'est vous qui vous retrouvez arbitre de la conscience des autres, il y a un problème. La CEDEAO n'a pas les moyens de sa politique. Les instruments de l'Union africaine, dont la CEDEAO en tant que zone économique régionale et un peu correspondant de l'UA en Afrique, l'architecture de paix et de sécurité, tout ça là, c'est vrai, c'est bien. Mais dans la mise en œuvre, il n'y a que les États eux-mêmes. Il y a beaucoup d'États qui ont des choses à se reprocher. Et c'est ça qu'il faut voir. La CEDEAO est faible de ses chefs d'État. De la manière dont ils sont élus,
de la politique intérieure dans leur pays. Et c'est ça qui fait que lorsqu'ils finissent les réunions, il y en a qui téléphonent encore à toi pour dire, je vous en prie, ok, ça c'est la position de principe, ne vous inquiétez pas. Et là, la visite du fort à Bamako prouve quand même que est-ce qu'on a spécialement amorti... Est-ce que la CEDEAO entend lever Est-ce que l'embargo a été levé pour qu'il atterrisse? Je pense qu'il faut réfléchir de manière pérenne à la question de la forme de l'État que nous voulons, de la manière dont les pouvoirs vont être concédés, pour que le citoyen se sente concerné, l'élite se sente concernée et que l'architecture devienne solide. C'est les pays francophones qui ont cette difficulté-là. Pourquoi les pays anglophones n'ont pas les mêmes difficultés? Parce qu'on a transposé tout de la France vers nous, de ces pays vers la France, et ça fait bien bim-bam qui ne fonctionne pas. Voilà là où est la réflexion, à mon avis. On va attaquer la CEDEAO inutilement. Mais elle-même, elle va prendre des mesures qui ne donneront pas le truc escompté. Dans la présentation des vœux aux représentations des corps diplomatiques dans notre pays, le président Patrice Talon a insisté sur un mot, le dialogue. Et je crois que le Bénin va faire prévaloir autour de cette table-là, n'est-ce pas, l'essence même du dialogue, et que les populations, les peuples, n'est-ce pas, du Burkina Faso et du Mali ne puissent pas être pénalisés du fait de la gouvernance des élites et du mauvais comportement des militaires. Mais la CEDEAO peut tirer de l'expérience béninoise beaucoup de choses. Vous voyez, quand la doyenne du corps diplomatique, regardez là depuis 6 ans, ou 5 ans, ou 4 ans, son discours est toujours constant, l'expérience béninoise. Et elle a dit encore, ça va faire tache d'huile, même en Afrique, et même dans le monde, a-t-elle dit, lors de son discours de vœux au chef de l'État. Mais ça veut dire que quelque chose change. Mais si on ne la partage pas, il faut voir les forces et les faiblesses de ce modèle béninois et voir peut-être comment on peut l'aménager et peut-être le rendre et l'adapter à chaque pays, voir en sorte qu'on peut voir durablement comment bâtir de nouvelles sociétés politiques, avec de nouvelles sociétés où, comme je vous l'ai dit, le modèle politique est issu d'une analyse froide et non conjoncturelle des situations. Il nous faut changer. Si on ne change pas, on peut proclamer n'importe quoi. Quand vous portez un habit qui vous sert, ça se déchire. Si c'est trop ample, vous flottez dedans. Il faut porter un habit à votre taille. Je pense que c'est ce travail que le BDP a aidé à faire, mais c'est ça que moi j'appelle, c'est là que j'appelle plutôt la CEDEAO, qui a les moyens politiques et les moyens institutionnels pour aider à cette nouvelle réflexion. Ce jeudi, le nouvel homme fort du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Damiba, a fait sa toute première apparition officielle sur les chaînes de la télévision nationale burkinabé. Dans un message d'environ 15 minutes, il a appelé les partenaires au développement à toujours soutenir son pays, le Burkina Faso, et qui a d'ailleurs besoin d'eux. Amis du Burkina Faso, en ces moments particulièrement difficiles pour notre pays, le Burkina Faso a plus que jamais besoin de ses partenaires. C'est pourquoi j'appelle la communauté internationale à accompagner notre pays afin qu'il puisse sortir le plus rapidement possible de cette crise pour reprendre sa marche vers le développement. Un sommet virtuel a été organisé ce vendredi par les chefs d'État de la CEDEAO, dont l'issue, comme on devait s'y attendre, a été la suspension du Burkina Faso sans autres sanctions immédiates. Pour la suite, wait and see. Voilà donc ce qu'il en est par rapport à cette actualité du Burkina Faso, Théodule. Oui, exactement. Comme on vient de suivre, c'est l'essentiel jusqu'à la date d'aujourd'hui, je crois. Jeudi, vendredi, le nouvel homme fort du Burkina a d'ailleurs échangé, selon nos informations, selon nos sources, avec les membres du gouvernement de l'ancien président, du président déchu, Roch Christian Kaboré, et les a rassurés, dira qu'il n'y aura pas la chasse aux sorcières. Il demanderait la contribution de tout un chacun pour qu'on change désormais la donne au Burkina Faso. En entendant la suite, comme on l'a dit, wait and see.
Justement, en attendant la suite, par exemple, il y a des délégations venues de l'Afrique, ou enfin des missions officielles qui sont là depuis hier et qui vont continuer à venir encore la semaine à venir. Mais là, on va remonter un peu dans le temps. On va voir un peu ce qui s'est passé avant même que le Burkina Faso ne tombe aussi dans cette situation. Je l'ai dit dans l'introduction, le Burkina vient s'ajouter à la liste composée du Mali, de la Guinée et maintenant du Burkina Faso. Il y a un magazine que nous allons suivre, réalisé par François-Xavier Noumon, justement, qui nous replonge dans cette chronologie des faits. D'abord le Mali, ensuite la Guinée et maintenant le Burkina Faso. Ensuite, on revient juste après. Maliennes et Maliens, face à la difficulté de garantir à ce jour le respect de la Constitution, l'intégrité du territoire, l'indépendance de l'unité nationale, de la paix et de la cohésion sociale, M. Ibrahim Boubacar Keïta et son régime, après dissolution de l'Assemblée nationale, ce jour 18 août 2020 a rendu sa démission. Afin d'éviter au pays de sombrer, nous, forces patriotiques regroupées au sein du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, avons décidé de prendre nos responsabilités devant le peuple et devant l'histoire, d'assurer la continuité de l'État et des services publics. Ces mots du colonel-major Ismaël Ouagé, porte-parole du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, venaient d'acter la fin de la parenthèse Ibrahim Boubacar Keïta à la tête du Mali. Très vite, un visage va émerger de cette cohorte d'officiers interarmes à l'origine de cet énième coup d'État dans un pays déjà meurtri par 10 ans de rébellion touareg doublée du péril islamiste. Toutefois, le colonel Assimi Goïta, puisque c'est de lui qu'il s'agit, va s'effacer pour devenir vice-président de Bando, autre colonel mais à la retraite, pour présider la transition devant restaurer à terme un pouvoir civil. Dans la foulée, les deux hommes prêtent serment devant la Cour constitutionnelle le 25 septembre 2020. Je m'engage solennellement et sur l'honneur à mettre tout en œuvre pour la réalisation de l'unité africaine. Je jure. Première mission, former un gouvernement d'ouverture. Après moult consultations, le président Undo et son premier ministre Mokhtar Ouane rendent publique leur copie le 24 mai 2021. Mal leur en a pris. Ils se feront déposer dans la foulée, arrêtés et détenus dans la ville garnison de Kati. Les raisons. Dans les démarches de constitution d'un nouveau gouvernement, le Premier ministre, nouvellement répondu, a établi une liste en accord avec le président de la transition, sans aucune concertation avec le vice-président en charge des prérogatives à lui conférées par la charte, à savoir la défense et la sécurité. Une telle démarche témoigne d'une volonté manifeste du président de la transition et du Premier ministre d'aller vers une violation de la charte de transition, contrairement au serment prêté lors de son investiture le 25 septembre 2020, d'où une intention avérée de sabotage de la transition. Nonobstant les interpellations et négociations diverses engagées par le vice-président auprès des chefs d'État de la sous-région et de certaines chancelleries présentes au Mali, en vue d'amener le président de la transition et le Premier ministre à respecter les prescriptions de la charte de transition, ceux-ci sont malheureusement restés persistants dans leur posture. Ainsi, de par le serment prêté, en même temps que le président de la transition est tenu par l'engagement patriotique pris devant le peuple malien, ainsi que devant les forces de défense et de sécurité, le vice-président de la transition s'est vu dans l'obligation d'agir pour préserver la charte de transition et de défendre la République en vue de mettre hors de leurs prérogatives le président et son Premier ministre, ainsi que toutes les personnes impliquées dans la situation. Le remplacement de certains officiers proches de la junte y aurait été pour beaucoup, dans cette mise à l'écart pour le moins expéditif. La transition ainsi décapitée, le colonel Assimi Goïta en assumera seul la direction et sera investi en tant que président de la transition le 29 mai 2021 par la même Cour constitutionnelle.
Un deuxième coup d'État en moins d'une année qui semble ne pas émouvoir plus que cela le leader de la junte malienne. Choisir entre la stabilité du Mali et le chaos, nous avons choisi la stabilité. Il fallait choisir entre les désordres et la cohésion au sein des forces armées de défense et de sécurité. Nous avons choisi la cohésion des forces de défense et de sécurité. Car il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation. Nous n'avons pas d'autre agenda caché. Dimanche 5 septembre 2021, Conakry est sorti de son sommeil par des tirs à l'arme automatique qui, au fil de la journée, vont sceller là aussi le sort du président Alpha Condé. Comme au Mali, le coup de force est signé des forces spéciales commandées par le colonel Mamadi Doumbouya. Les griefs sont les mêmes, la sentence identique. Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, la situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont amené l'armée guinéenne, à travers le Comité national du rassemblement et du développement, à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée, dans sa totalité. Nous avons décidé à partir de l'instant de dissoudre la Constitution. Jamais 203, dit-on. À la seule différence des précédents coups de force, celui-ci aura peut-être été le plus prévisible. Le mouvement qui regroupe toutes les composantes des forces de défense et de sécurité a ainsi décidé de mettre fin au pouvoir de M. Roch-Marc Christian Kaboré ce 24 janvier 2022. Une décision prise dans le seul but de permettre à notre pays de se remettre sur le bon chemin et de rassembler toutes ses forces afin de lutter pour son intégrité territoriale, son redressement et sa souveraineté. Si ces différents coups de force suscitent réprobation et sanctions des organisations sous-régionales, régionales et continentales, il semble avoir gagné l'assentiment populaire. Mais pour combien de temps ? Merci à François-Xavier Noumon qui nous a donc replongé dans la fièvre de ces différents coups d'État que nous avons enregistrés depuis quelque temps ou que nous enregistrons depuis quelque temps à partir du Mali, bien évidemment. Sans oublier que dans l'Afrique centrale, il y a aussi le Tchad, dont le cas n'est pas pareil du tout parce qu'on a annoncé le décès de Idriss Déby Itno sur le champ du combat. Mais toujours est-il que l'ordre constitutionnel a été remis à plat. Angèle Toboula, il a chuté sur une question: jusqu'à quand? C'est la question fondamentale aujourd'hui. Est-ce que les différents coups d'État qu'on enregistre aujourd'hui sont la solution dans ces différents pays? Et tout le monde vous dira non, on va tous répondre catégoriquement. La solution n'est pas forcément les coups de force. Tous les pays, que ce soit en Afrique ou ailleurs, ont des difficultés internes. Et je pense que ces difficultés internes-là, il n'y a que les échanges qui puissent régler ces difficultés. Mais forcer, remettre l'ordre constitutionnel en place, remettre ça donc
cause, je pense que c'est l'extrême. L'extrême qui ne devait être pas exploité comme on le fait. On nous dira que nous ne sommes pas dans ces nations, que nous ne comprenons peut-être pas les réalités, mais on observe, on analyse et nous ne pensons pas que ces coups de force soient forcément la solution. Puisqu'on a vu ces personnes, l'exemple de la Guinée, ça fait un moment déjà que le coup d'État a été perpétré. Et là, le pays n'avance pas et les populations ont commencé par récriminer déjà. Ils ont des attentes, ils veulent voir jusqu'à où ira la junte qui est au pouvoir. Donc du coup, ils n'ont pas forcément une meilleure solution et c'est de là que certains observateurs vous diront que ces militaires qui reprochent aux civils des actions de corruption ou autres, en réalité, ils ne proposent pas mieux. Tout ce qu'ils font de mieux, c'est de pouvoir les renverser, les enlever. Mais eux-mêmes, quand ils installent, ils commencent à nourrir d'autres ambitions. Parce que quand le pouvoir les monte à la tête, c'est tout autre chose. Justement, et la question, c'est de savoir, est-ce que vraiment c'est la panacée? On a vu le cas du Mali où la junte a décidé de la prolongation de la transition. C'est une grosse question tout cela. Et c'est tellement qu'on va en parler tout à l'heure avec l'invité dans l'entretien de ce dimanche. Très bien, oui. C'est une réaction, une grosse interrogation, même par rapport à la situation au Burkina Faso, quand vous écoutez Damiba qui dit oui que c'est pour assurer la sécurité du pays, mais pour qu'ils vont remettre l'ordre constitutionnel quand la sécurité serait totale. Mais quand est-ce que la sécurité serait totale? Grosse question. Règne. Alors là, on est parti pour peut-être vivre le cas justement, du Mali. Très bien. On verra bien tout ça. On verra bien. Et nos différents invités aussi vont en parler dans nos plateaux, que ce soit le duel, que ce soit dans l'hebdo des éditorialistes très certainement, mais aussi et surtout le plat de résistance, c'est l'entretien, notamment par rapport à ce sujet. Théodule Moussa, on va revenir au Bénin pour parler politique. Véritablement, parler politique, oui, avec les partis politiques de l'opposition d'abord, qui, vous savez, nous sommes en début d'année 2021, traditionnelle cérémonie de présentation de vœux et de projection sur les échéances à venir. Vous le savez, janvier 2023 prochain, eh bien, ce seraient les élections législatives au Bénin. Si se mettent en ordre de bataille, ils se font des confidences et se projettent, comme je l'ai dit tantôt, sur ce qui sera de ces élections, parce qu'on veut changer, selon leur dire, le visage de la prochaine Assemblée nationale béninoise. Deux partis politiques de l'opposition étaient au devant de la scène ces derniers jours. Foscori, pour un Bénin émergent, FCBE, a fait sa toute première rentrée politique pour le compte de l'année 2022 à son siège à Cotonou, où il a été reprécisé aux militants et sympathisants et à l'ensemble de la classe politique sa ligne politique axée sur la paix et des critiques objectives. Le parti FCBE a opté pour la paix dans l'animation de la vie politique, dans sa communication et dans la critique des actions du gouvernement. L'année 2022 s'annonce tout aussi capitale pour notre parti parce que les prochaines joutes électorales sont prévues pour janvier 2023. En sa qualité de première force de l'opposition et par conséquent de chef de file de l'opposition, FCBE a un rôle prépondérant à y jouer. Le parti devra se battre pour engranger un nombre impressionnant de députés afin de gommer de la mémoire de nos concitoyens et de la communauté internationale cette image de parlement monocolore qui colle à la peau de notre cher pays depuis 2019, où l'opposition fut systématiquement exclue des élections législatives. Notre souhait est que le chef de l'État use de tout ce qui est en son pouvoir afin que les législatives de 2023 soient inclusives et transparentes. Paul Ronquet, secrétaire exécutif national et chef de file de l'opposition, rappelle aux siens les prochains défis à relever par le parti avec l'assurance que tous prendront la mesure des élections législatives à venir. 2022 sera une année particulière, en ce sens que nous aurons à préparer avec assiduité les élections de 2023. Donc ça va demander beaucoup de disponibilité et d'engagement de votre part. Je souhaite à tous une très bonne et heureuse année 2022. À tous les dirigeants de notre pays, parce que quoi que l'on fasse, c'est eux qui sont là. Et le SA a prié pour qu'ils soient éclairés. Une des valeurs que nous cultivons, c'est la prospérité partagée. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Partage. Et donc que les dirigeants soient éclairés
pour mieux prendre en compte les souffrances des populations. Quelques jours avant, les démocrates ont de leur côté aussi sacrifié à la tradition de présentation de vœux à leurs militants. Une année de succès politique a été le souhait de leur président Éric Rondeté, mais bien évidemment, un succès politique qui passe par la mise en commun de leurs efforts. C'est le moment de resserrer les rangs pour faire face à l'ennemi commun. C'est aussi le moment de nous mettre ensemble pour trouver les solutions idoines aux maux qui minent le développement de notre pays. Nous souhaitons que ce soit encore ensemble que nous réalisions la restauration de notre démocratie. C'est en tournant résolument dos à l'exclusion que nous trouverons les solutions à notre système éducatif en difficulté, au problème de la faim et du chômage des jeunes, problème devenu structurel. Je souhaite une année de grâce divine pour chacun d'entre nous, pour nos familles. Je nous souhaite une année de succès, succès politique et succès dans nos entreprises personnelles. Robuste santé pour chacun de vous pour atteindre ces objectifs. Et que, dans l'espérance, nous menions notre marche. Bonne et heureuse année 2022. Que Dieu bénisse le Bénin. Que Dieu nous bénisse. Une pensée spéciale et des vœux de souhait aussi pour certains de leurs qui se retrouveraient derrière les barreaux. Au titre de l'année 2022, nous saisissons la présente occasion pour adresser à Madame Rekiat Madougou, dont le courage, la ténacité et la détermination ne sont plus à démontrer, nos vœux de bonne santé et de libération rapide. Nous lui réitérons notre soutien sans condition. Nous adressons les mêmes vœux aux membres de sa famille, à ses enfants et à ses collaborateurs, à tous les militants de notre parti qui se trouvent derrière les barreaux. Nous leur formons les mêmes vœux afin que nous puissions nous retrouver pour des combats futurs. Le président d'honneur, l'ancien président de la République, Boni Yayi, a reçu aussi leurs vœux. Ce week-end, le parti de la mouvance Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, était en session extraordinaire dans les collines, plus précisément dans la commune de Dassazoumé, pour réfléchir sur les stratégies à mettre en place pour les législatives de janvier 2023, un test de maturité et de popularité que Mouel Bénin veut franchir avec succès. Voilà, c'était donc l'activité menée par ces deux partis politiques de l'opposition FCBE, les démocrates, cette semaine, et parler également de ce que Mouel Bénin, qui est de la mouvance présidentielle, ce qu'ils ont organisé cette rencontre le week-end, je dirais samedi, dimanche, pour réfléchir, comme on l'a dit tantôt, sur ce qui sera des élections législatives en termes de stratégie de campagne. Justement, Angèle Togoula, ça bouge au sein des partis politiques. Il faut que ça bouge, puisque vous le savez, le compte à rebours est lancé. 2022 n'est plus du tout loin. 2023, pardon, n'est plus du tout loin. Donc, du coup, il faudrait bien que ces organisations-là se retrouvent, discutent de comment ils vont affronter ces élections quand on sait que les dernières, ils n'ont pas pu y participer pour plusieurs raisons sur lesquelles on ne va pas revenir sur ce plateau. Donc, ils doivent se mettre en ordre de bataille et ils connaissent le défi. Certains vont devoir disparaître si ces partis-là ne participent pas à la prochaine élection. Donc, du coup, il faudrait se retrouver, discuter, voir, pour pouvoir aussi remplir les conditions pour participer à cette élection-là. Bon, sauf cataclysme, la législation électorale ne changera pas avant les législatives de 2023. Avez-vous l'impression là, quand vous faites un peu le tour avec cette vue panoramique globale, est-ce que les partis sont vraiment en train de mesurer l'ampleur de la situation et l'enjeu de cette élection? Je dirais oui et non. Oui, parce que déjà, on a passé une première élection législative avec les conséquences. C'était après la réforme. C'était après, très bien.
bien. Alors aujourd'hui, oui, il faut, je dirais peut-être non, parce que on semble ne pas mesurer, c'est-à-dire, ça c'est mon analyse. On donne l'impression de ne pas encore complètement qu'on peut mesurer l'ampleur de la situation. La question sera posée à nos protagonistes dans le duel tout à l'heure, Noureno Achadé et Jacques Migan. Oui. On va notamment prendre pour angle le côté de l'opposition, puisque c'est surtout là que se situe le vrai débat. En 2019, ils ont dit avoir été exclus, mais là, on est encore à 1 an de cette élection. Est-ce que là, maintenant, ils mesurent déjà l'ampleur de la situation? La question leur sera posée. On va maintenant rentrer dans, on va dire, les réalités institutionnelles. Très bien. Réalité institutionnelle, nous marquons un arrêt à la Cour suprême où il y a eu hommage à un haut magistrat, un magistrat de haut niveau, qui nous a acquitté, monsieur Amoussou Kwakwa. Oui, les siens lui ont rendu un hommage très bien mérité au sein de l'institution. Et puis, nous allons nous intéresser à une décision de la Cour constitutionnelle qui a décrié, en tout cas, trouvé en cette décision, je dirais, comportement, une violation de la Constitution par rapport aux autorités en charge de la détention. C'est bien sûr, par rapport à notre compatriote, le féticheur à l'OFA, qui a été accusé d'avoir assassiné Hubert Ndanyivor. Voilà l'essentiel que nous allons suivre. Henri Amoussou Kwakwa, magistrat de haut niveau, ancien président de la Chambre judiciaire à la Cour suprême du Bénin, s'en est allé ce mardi 11 janvier à l'âge de 82 ans. Les siens lui ont rendu un dernier hommage au siège annexe de la Cour constitutionnelle à Cotonou. Cérémonie d'hommage teintée de témoignages de reconnaissance des mérites de l'homme qui, au-delà de son professionnalisme, était bien craint à travers la structure de contrôle et de vérification qu'il dirigeait, la commission Amoussou Kwakwa. Il s'en va avec le charme de sa discrétion et dans le calme qu'il aimait tant. Mais il en rajoute à la liste bien funeste de ces hommes valeureux qui ont écrit les pages glorieuses de l'histoire de la magistrature béninoise. En ces circonstances bien douloureuses, les membres de la Cour suprême et son personnel administratif de soutien voudraient saluer ce jour et en ces lieux la mémoire de ce grand magistrat. Voilà quelqu'un qui a le travail rivé à la peau et c'est la raison pour laquelle quand il y avait des cas durs quelque part, que le ministère de la Justice décide d'aller contrôler des rumeurs qui lui sont parvenues de telle juridiction, eh bien, qui envoyait-on à Amoussou Kwakwa? Lorsqu'il y avait une commission qui devait s'attaquer à une tâche dure, à Amoussou Kwakwa. Et la commission Amoussou Kwakwa, tout le monde la connaît. Il était dévoué, il acceptait sans rechigner et sans rien réclamer. Il s'agit d'une personnalité, d'un homme qui s'est voué aux autres. Nous étions 3 de la promotion de 1968. Tchédi Philippe et Amoussou Kwakwa. Nous avons fait le séminaire ensemble. Nous sommes allés à Dakar ensemble de 62 à 66 et de 66 à 68, nous avons fait la France. Il a énormément souffert au début de sa carrière. Et malgré la souffrance, le travail pour lui est une religion. C'est un sacerdoce. On avait l'impression que le boulot pour lui était plus important que sa famille. D'une cour à une autre, rendons-nous à la Cour constitutionnelle qui a relevé une violation de la Constitution des autorités en charge des détentions suite à la très longue détention du présumé assassin de Hubert Ndanyivor, le féticheur Kossi Kodjoa Lofa. Julio Tometti, juriste et analyste politique, fait sa lecture sur le plateau du Grand Soir. Ça se discute. Dans un premier temps, alors, face à la Cour constitutionnelle pour dénoncer son temps de détention préventive relativement très long, depuis 2010. La Cour a rendu une décision pour constater que cette détention prolongée est contraire à la Constitution et invite les acteurs à jouer leur rôle pour que l'OFA puisse avoir droit à un jugement. Sur cette base, l'intéressé, je pense qu'il a même été très bien conseillé, l'intéressé a saisi la Chambre des libertés. Comme son procès n'est pas programmé, il a saisi la Chambre des libertés pour avoir une sorte de liberté conditionnelle, en fait. La Chambre des libertés n'a pas fait droit à sa requête, donc il revient encore devant la Cour constitutionnelle pour que la Cour constitutionnelle constate
qu'il y a violation de la Constitution d'abord, mais il y a encore violation de la Constitution en ce sens que les autorités judiciaires n'ont pas daigné déférer, d'accord, aux injonctions, si l'on peut dire, de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, dans sa dernière décision relativement à cette affaire, lui a donné raison dans un premier temps, mais s'est déclaré incompétent de ce que lui, en tant que Cour constitutionnelle, ne peut pas prononcer, d'accord, la libération sous quelque forme que ce soit d'un prévenu. Donc la Cour constitutionnelle ne peut qu'appeler à nouveau, d'accord, à la responsabilité des acteurs judiciaires pour voir se dénouer cette affaire qui, il faut le rappeler, est contraire à la Constitution parce que ça fait bientôt 12 ans de détention préventive pour un individu qui, peut-être au bout d'un procès, pourrait être acquitté ou bien pourrait être condamné à une peine qui serait même moindre que le nombre d'années qu'il a fait. Parce que il faut le supposer jusque-là être innocent parce qu'un procès régulièrement n'a pas encore organisé, il n'a pas encore écopé d'une condamnation. Donc, Alofa est dans ses droits et donc il agira certainement à nouveau sur la base de cette nouvelle décision de la Cour constitutionnelle dans les sillages juridiques pour se voir dire le droit d'une manière ou d'une autre. Vous savez, le procès de Alofa a été déjà ouvert 2 fois et il a connu de suspension. Je pense que ça doit être même un casse-tête pour les autorités judiciaires. Parce que en même temps que Alofa réclame un procès ou sa libération, le cas échéant, la famille de la victime de Denver réclame aussi un procès. On a l'impression, comme ça a été toujours le cas, les procès politico-juridiques ont toujours eu de difficultés à se dénouer. En fait, c'est sur ça. Bon, ce n'est que peut-être la raison évidente qu'on peut trouver. Parce que, en fait, lorsque les acteurs politiques, d'une manière ou d'une autre, sont mêlés ou ne serait-ce que leurs noms sont cités dans des affaires pareilles, les autorités judiciaires doivent faire très attention et donc la quête de l'information, recueillir les informations. Je me demande, les juges d'instruction doivent être comment dire, dans tous les états, dans la conduite de ce dossier, parce qu'ils sont butés à plusieurs obstacles. Donc, je ne pense pas que ce soit de qualité de cœur que cette affaire soit restée insoluble jusque-là. Il doit avoir fondamentalement des raisons, et ce qu'on peut souhaiter, c'est que cette décision de la Cour constitutionnelle va peut-être déclencher quelque chose, puisque au-delà des 2 que j'ai cités, Alofa et la famille de la victime, il y a aussi que les Béninois veulent savoir ce qui est advenu de Denver et qui en sont les responsables ou les coupables. Donc, le vœu, c'est que ça se bouscule un peu dans les couloirs de notre juridiction, de la juridiction en charge de cette affaire, pour que nous puissions obtenir un jugement pour savoir véritablement qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Parce que, bon, ça peut arriver à tout le monde, que quelqu'un disparaisse depuis 2010 et qu'on ne soit pas capable de nous dire ce qui s'est passé au bout de 12 années, ça pose un problème. Voilà, c'était donc l'essentiel de ce qu'on peut retenir en termes d'activité au sein de quelques institutions. En tout cas, nous avons sélectionné. C'est au regard de ce que nous avons diffusé sur nos antennes. Et justement, maintenant, nous aurons donc la compilation de quelques autres sujets pêle-mêle. Très bien, oui. Il y a le recensement national agricole. Vous savez, le gouvernement a opté pour une nouvelle gestion de tout ce qui concerne l'agriculture au Bénin. Nous allons en parler. Et puis le ministère de la Culture qui a désormais réfléchi sur son plan de travail. Vous savez, la culture, les arts, c'est quand même l'autre vecteur du développement de notre pays. Le ministère a tenu une grande rencontre avec les siens. Nous allons également parler de la journée internationale de la douane. Vous savez, la douane aujourd'hui, l'autre régie qui donne du souffle à l'économie béninoise. Les acteurs, les internationaux, les spécialistes des questions
questions douanières se sont donné donc rendez-vous à Cotonou pour réfléchir 2 jours sur la question. Nous allons suivre. L'idée de mettre en œuvre un recensement de l'agriculture dans notre pays remonte à des décennies. Jusqu'à un passé récent, les chances de voir aboutir une telle opération se sont vues compromises avec les multiples tentatives infructueuses. L'agriculture constitue une des composantes essentielles de l'économie béninoise. Elle emploie un grand nombre d'actifs, fait vivre des milliers de familles et rapporte d'importantes ressources d'exportation. Pendant de longues années, le Bénin n'a pu disposer d'informations complètes sur son agriculture du fait de la non-réalisation d'un recensement de l'agriculture. Aujourd'hui, cette œuvre contribuera donc à mieux évaluer la richesse nationale imputable au secteur agricole et à fournir des données fiables à l'élaboration des politiques de développement agricole et les indicateurs sur les conditions de vie d'une grande partie des ménages de notre pays. La volonté du gouvernement à se lancer dans ces complexes et vastes chantiers s'est exprimée dès lors par la création d'une direction de la statistique agricole au sein du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Ce cadre institutionnel bien pensé et opérationnel travaille déjà à la fourniture d'un service public essentiel qui concourt au raffermissement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Je salue à cet effet l'engagement du gouvernement du Bénin et sa détermination d'avoir initié et réalisé pour la toute première fois le recensement national de l'agriculture. Je réitère ici la disponibilité de la FAO à accompagner toujours le ministère de l'Agriculture, non seulement dans la matérialisation complète du recensement national de l'agriculture, mais aussi dans ces différents efforts menés contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Au terme de l'exercice budgétaire 2021, soit au 31 décembre 2021, les performances de notre ministère s'établissaient de la façon suivante. Un taux d'exécution physique de 68,43% contre 77,76% enregistré en 2020. Ce mode de gestion revêt des particularités pour lesquelles vous avez été normalement suffisamment informés, voire formés. Il s'agit notamment de la mise en œuvre et de l'utilisation de nouveaux outils de planification et de budgétisation, dont un nouveau format du PTA avec une nouvelle nomenclature budgétaire, l'opérationnalisation des plateformes SIG, FP et SICOREF, le positionnement des sous-secteurs du tourisme, de la culture et des arts comme deuxième pilier de notre économie en termes de création de richesses et d'emplois, invite les acteurs que nous sommes à un nouvel état d'esprit avec un renforcement de notre capacité à nous surpasser pour mieux valoriser nos atouts et potentialités. C'est pourquoi, au-delà de ce que cet atelier demeure un cadre qui nous permet non seulement de faire un état des lieux des principaux problèmes qui ont entravé le bon fonctionnement de notre ministère au cours de l'exercice précédent, il devra être le lieu de rappel et de promotion des bonnes pratiques et valeurs à même de faciliter l'atteinte des objectifs assignés à notre département ministériel. Cette journée est une occasion pour mettre en lumière l'action des hommes et des femmes qui, au sein de l'administration douanière ou en relation avec elle, apportent leur contribution à l'accomplissement des missions dévolues à la douane en vue de l'atteinte de ces objectifs. C'est également une occasion pour tous de réfléchir sur le passé et l'avenir de la douane dans un monde en constante évolution. Elle est aussi pour nous le moment de passer en revue les réformes engagées et de faire le point sur les performances réalisées. En clair, cette rencontre est un moment d'évaluation du chemin parcouru dans la modernisation de l'administration des douanes du Bénin et une occasion de réaffirmer notre détermination à relever ensemble les nouveaux défis auxquels nous serons confrontés tout au long de cette année. En effet, dans les transactions quotidiennes, la douane enregistre une mine d'informations précieuses dans son système informatique qui constitue une véritable banque de données. En effet, ce thème est en totale adéquation avec l'ensemble des réformes que nous pouvons constater au Bénin depuis déjà quelques années. Tout d'abord, ce thème, la culture de la donnée et la transformation numérique, on le retrouve au centre du programme d'action gouvernementale au niveau de toutes les agences et de tous les ministères. Mais ces réformes sont également au cœur de l'administration fiscale et douanière. Bénin Contrôle s'engage, monsieur le DG Douane, pleinement à vos côtés. Nous allons vous accompagner pour transformer
numériquement et digitaliser la douane. Voilà, c'était donc Actu en 7, l'essentiel de l'actualité diffusée sur nos antennes cette semaine. Justement, donc, nous avons fait le tour des grands sujets qui ont fait l'actualité tout au long de cette semaine. Nous sommes allés au Burkina Faso avec l'actualité factuelle. Roch Marc Christian Kaboré qui a perdu le pouvoir. Il a été déchu cette semaine par la junte militaire qui est actuellement aux commandes. Qu'adviendra-t-il? On ne le sait pas encore, mais de toute façon, on a pu voir les images avec aussi les commentaires de nos différents experts sur nos plateaux. On s'est aussi replongé dans la fièvre de ces différents coups d'État dans la sous-région. Le Mali, la Guinée et maintenant le Burkina Faso. Et après, on est reparti dans les partis politiques béninois avec l'animation qui a commencé tout doucement en prélude aux élections législatives de janvier 2023. Et puis, nous sommes allés à la Cour constitutionnelle, évidemment avec aussi d'autres sujets en compilation. Angèle Toboula, je le disais tout à l'heure, on va reparler du Burkina Faso de long l'âge dans l'entretien. Puisque c'est l'actualité, les coups d'État qui commencent à nous inquiéter, comme je le disais tout à l'heure. Donc, nous allons essayer de comprendre les possibles raisons de ces coups de force et si c'est, par exemple, la démocratie qui pose un problème aussi, ce système que la plupart des pays africains ont adopté qui pose problème ou la raison est ailleurs. Voilà donc nos préoccupations, nos interrogations que nous allons analyser ensemble avec notre invité du jour, la situation que nous allons donc analyser ensemble avec notre invité du jour que vous avez déjà présenté. Il s'agit du professeur de linguistique à la retraite, Monsieur Razouma, Marc Laurent Razouma. Ce sera donc tout à l'heure. Je vais me préparer donc justement, pour pouvoir conduire cet entretien sur nos antennes. Merci à vous, Angèle Toboula. Vous avez donc l'antenne dans quelques instants. Théodule Moussa, vous revenez à 12h30 pour l'hebdo des éditorialistes. Bien naturellement, justement. C'est cela. Justement. Et juste après l'entretien, nous aurons donc la revue de presse hebdomadaire. Moi, je vous retrouverai à 11h30 pour le duel. Interagissez avec nous, donnez votre avis. Par exemple, sur cette situation du Burkina Faso, le numéro est affiché à votre écran. Restez avec nous, à tout de suite.